Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télésud. Voici le sommaire de ce lundi 19 décembre. La Cour suprême de la République démocratique du Congo a déclaré vendredi dernier Joseph Kabila vainqueur de l'élection présidentielle du 28 novembre, rejetant la demande de l'opposition qui réclamait l'annulation des résultats. Joseph Kabila, le chef de l'État sortant, a recueilli 48,95% des voix. Une véritable provocation pour le candidat perdant, le grand rival de Kabila, Étienne Tshisekedi, qui a obtenu, lui, environ 32% des suffrages selon les chiffres de la CENI. En début de semaine, Joseph Kabila avait jugé que la crédibilité du scrutin ne pouvait être mise en doute tout en reconnaissant des erreurs dans le processus électoral. Et pour en parler avec nous, nous recevons sur notre plateau le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Au Niger, à l'occasion de la célébration dimanche du 53e anniversaire de l'indépendance de son pays, le président nigérien Issoufou Mahamadou a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Et puis le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ndimba, et la première dame, Sylvia Bongo, ont organisé hier leur 3e édition de l'Arbre de Noël. Ils ont reçu près de 1200 enfants accompagnés de leurs parents et de leurs directeurs d'école. Le couple présidentiel a placé l'édition 2011 sous le signe de l'éducation, du mérite et de l'excellence scolaire. Et puis comme chaque lundi en fin d'édition, nous accueillerons sur notre plateau Ahmed Parezo pour nous présenter l'actualité sportive. Le président sortant de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, 40 ans, a été proclamé vainqueur de la présidentielle à un tour du 28 novembre, vendredi, par la Cour suprême de justice, malgré des semaines de contestation du scrutin au plan national et international. Kabila a obtenu 48,95% des suffrages devant 10 autres candidats, dont l'opposant de 78 ans, Étienne Tshisekedi, arrivé second avec 32,33% des suffrages. Ce dernier avait rejeté ses résultats et s'était autoproclamé président élu de la RDC. Précision, Elsa Ndombé, Bijoulaou. Après la proclamation des résultats provisoires des élections du 28 novembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat à sa propre succession, Joseph Kabila Kabange, est confirmé président élu par la Cour suprême de justice. Alors que la date officielle de proclamation était prévue pour le samedi, pour des raisons qui lui étaient propres, la Haute Cour a rendu son arrêt 24 heures avant dans la soirée. Avec 48,95% de voix, le premier président de la Haute Cour proclame Joseph Kabila vainqueur de cette présidentielle avec une majorité simple. Peu avant, la Cour suprême devait déclarer recevable et non fondée faute de preuves la requête en annulation des résultats du scrutin présidentiel présenté par Vital Kamerhe, l'un des candidats à ces élections, et occupant la 3e position selon la CENI, mais comme on pouvait s'y attendre, la partie requérante ne s'est pas présentée et cela n'a pas empêché à la Haute Cour de rendre son verdict. Les avocats de Joseph Kabila, quant à eux, se frottent les mains du fait que la Cour s'est acquittée de 2 missions importantes qui lui étaient assignées par la loi. La première mission, c'est que, au terme de la Constitution, et là siéger en tant que Cour constitutionnelle, la Cour a accompli une 2e mission qui est celle qui lui est impartie par la loi électorale, consistant, n'est-ce pas, à proclamer les résultats définitifs. Pour sa part, le CG de la majorité présidentielle, Aubin Minako, s'est réjoui de cette victoire et appelle les perdants au respect du verdict des urnes. Ils ont contribué, les perdants, à l'exercice démocratique et cela est positif. Ils ont une place dans la République comme tous les autres opérateurs politiques. Qu'à cela ne tienne, le verdict rendu par la Cour suprême vient de mettre un point final à la polémique relative au scrutin du 28 novembre dernier. Monsieur Lambert Mende Omalanga, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes le ministre de la Communication et des Médias. Vous avez déclaré que les diplomates en poste à Kinshasa sont d'accord avec la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle. Et pourtant, l'ambassade américaine à Kinshasa estime que les élections du 28 novembre dernier en RDC ont été gravement entachées d'irrégularités et ont manqué de transparence. Alors elle invite les autorités compétentes du pays à examiner soigneusement ces irrégularités au maximum, avec le maximum d'ouverture et de transparence. Même certains observateurs de l'Union européenne, des États-Unis, le Centre Carter ont mis en doute la crédibilité des élections et l'archevêque de Kinshasa. Alors, quelle est votre réaction, votre opinion ?
D'abord, nous n'avons jamais dit que les diplomates sont d'accord. Ils n'ont pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Nous avons des lois et nous pensons qu'il y a deux institutions qui interviennent, la commission électorale pour la vérité provisoire et la Cour suprême de justice pour la vérité électorale définitive. Pour le reste, ce sont des partenaires que nous avons invités de bonne grâce pour observer les élections, faire un monitoring, nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous avons de bonne grâce reçu leurs critiques qui ne sont guère éloignées, je vais vous surprendre, de nos propres observations, puisque le président Kabila lui-même a dénoncé les erreurs, vous venez de le dire, mais ces observateurs, aussi bien que nous-mêmes, nous sommes arrivés à la conclusion que ces erreurs n'ont pas d'impact sur les résultats tels qu'ils ont été proclamés, et donc la victoire de Joseph Kabila n'est mise en doute par aucun de ces observateurs. Et pourtant, l'opposant Étienne Tshisekedi s'est une nouvelle fois autoproclamé président hier, s'adressant depuis son domicile à la presse et aux Congolais. Alors, après la confirmation de la victoire de son rival, Joseph Kabila, le candidat de l'UDPS a assuré qu'il prêterait serment vendredi prochain, précisant que le gouvernement actuel était démis de ses fonctions à présent. Écoutons Étienne Tshisekedi. Tout le long de ce processus, nous n'avons cessé de nous plaindre de la manière fantaisiste et arbitraire que ce processus et les élections elles-mêmes étaient organisées. Vous avez vu le 6 décembre la manière dont le pasteur Ngoï Murunda, je me demande s'il faut encore l'appeler pasteur, a publié des chiffres fantaisistes qu'il a appelés résultats provisoires. Considéré depuis lors comme président élu par le peuple congolais, c'est lui qui m'amènera Kabila ici ligoté aura une récompense très importante. De même, le gouvernement de M. Kabila est démis depuis ce jour. Joseph Kabila, vivant et ligoté, quelle est votre réaction, Monsieur le ministre? J'ai honte d'être congolais, madame. Quand j'entends une personnalité de cette envergure, qui représente quand même une partie de l'histoire de mon pays, parler de la sorte, des propos dépourvus de tout sens logique, une terminologie qui est fondée sur une aberration, en fait. M. Tshisekedi sait qu'il n'a aucun moyen de faire ce qu'il dit. Il veut simplement amener des Congolais à s'opposer à d'autres Congolais. Il veut inciter des Congolais à aller s'affronter à des forces de sécurité congolaises. Et cela est bien triste qu'on en arrive là par ambition, parce qu'on veut être président et qu'on n'a pas été choisi. En tous les cas, nous ne laisserons personne brûler ce pays après 15 ans de guerre, après 5 millions de morts, uniquement parce qu'il n'a pas été élu président de la République. Ça ne sert à rien de se faire des illusions. Monsieur le ministre, ces élections sont source de tensions en RDC, mais aussi dans tous les pays où la diaspora congolaise est présente. Alors, vous-même, il paraît, vous auriez été agressé, puisque dans nos locaux, c'est la première fois que la police, la gendarmerie assure votre sécurité. Alors, est-ce que c'est synonyme, en fin de compte, que le peuple congolais pense que c'est une fraude électorale? Peuple congolais, 10 personnes, dont au moins la moitié n'a même pas la nationalité congolaise. Je voudrais bien vous y voir. Non, madame. Nous avons des gens qui appartiennent à des coteries politiques ou à des coteries tribales qui essayent de s'imposer. Cela s'appelle coup d'État. Nous avons eu une élection dans le pays. Si des gens voulaient assumer le pouvoir, ils n'avaient qu'à aller convaincre la majorité des Congolais de leur donner le pouvoir. Il ne s'agit pas de venir dans des coins des capitales étrangères, faire un guet-apens contre des pasteurs, contre des musiciens, contre des acteurs politiques qui passent pour représenter le peuple congolais. Ceci n'est pas représentatif de la culture de mon peuple. Ceci n'est pas représentatif même de mon peuple. 48% des Congolais ont voté pour Joseph Kabila. Je ne les vois pas à Paris ou à Bruxelles. Et l'histoire du Congo ne s'écrira plus jamais à Paris, Bruxelles ou Washington. C'est au Congo qu'il s'écrit.
et nous l'avons écrite. Monsieur le ministre, pourquoi Joseph Kabila ne parle-t-il pas justement, il ne parle qu'à la presse anglophone, pourquoi il y a ce silence justement vis-à-vis de la presse francophone? Joseph Kabila a parlé dernièrement à la presse anglophone parce qu'il y a eu des choses inexactes qui ont été dites sur lui dans la presse anglophone. Je crois savoir qu'il est programmé une rencontre avec la presse francophone. Joseph Kabila parle très correctement le français. Il va même recevoir en 2012 le sommet de la francophonie. Nous sommes, avec la France, le pays le plus important qui parle français. Et donc, je voudrais vous inviter à un peu de patience. La presse francophone aura son tour. Et je pense qu'il sera plus long que celui qui a été consacré à la presse anglophone. Et la RDC, justement, ne risque-t-elle pas de s'enfoncer, vous savez, dans une crise politique durable comme cette crise ivoirienne qui a précipité la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo? Personne en RDC ne souhaite qu'une crise vienne encore la terrasser. Vous parlez de Côte d'Ivoire, ils ont eu une crise de quelques mois. Nous avons eu une crise de 15 ans, madame. Il n'y a que ceux qui vivent ici à l'étranger qui croient que c'est aujourd'hui que la crise commence. Nous avons perdu 5 millions d'hommes. À côté de cela, ce qui se passe maintenant ressemble à une blague. Lorsque des gens vont prétendre arrêter des gens qui ne peuvent même pas arrêter, alors qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes sortir à 50 mètres de leur logement, c'est de la blague. La crise, nous l'avons connue et les élections ont été la solution imaginée par Joseph Kabila pour redonner la voix au peuple. Parce que la crise est d'abord une crise de légitimité. Alors on ne peut pas avoir donné la voix au peuple, on ne peut pas s'être présenté comme candidat et une fois que le peuple a choisi, parce qu'il ne vous a pas choisi, vous voulez le remettre dans une crise. C'est ça le danger que court le peuple congolais et je pense que les Congolais, qu'ils soient au Congo ou à l'étranger, ne souhaitent pas qu'on puisse y retomber. Dernière question, Monsieur le Ministre. La cohabitation, ça peut exister en RDC, pourquoi pas Premier ministre Étienne Tshisekedi? Tout dépend de la volonté du peuple. Il a élu un président, il a élu également des députés, c'est-à-dire un parlement. Le président Kabila attend, comme nous tous, les résultats des élections parlementaires qui vont nous indiquer dans quel sens va se dessiner la majorité au Parlement. Je puis vous assurer que si cette majorité est favorable à M. Tshisekedi, il y aura une cohabitation, probablement. Et le président Kabila reste tout à fait ouvert. Il a déjà gouverné avec des gens qui ont fait le coup de feu contre lui. Souvenez-vous, Jean-Pierre Bemba. Tshisekedi n'a jamais fait la guerre à Kabila. Il n'y a que des insultes qui fusent chaque matin, comme si nous voulions apprendre à nos enfants comment on insulte les autres. Il n'y a que des cris, des ragots, des fausses rumeurs, mais il n'y a pas eu de guerre. Donc si Kabila a travaillé avec des gens qui ont tiré à coups de canon sur lui, il peut bien travailler avec quelqu'un qui l'aura insulté, qui aura dit des grossièretés sur lui, mais qui n'a pas fait couler le sang. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Lambert Mende Omalanga, voilà, ministre de la Communication et des Médias. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Après 3 jours d'échanges et de débats, les participants à la concertation politique se sont séparés à Ivo, dans la cuvette ouest au nord du Congo, sur une note de satisfaction. Malgré leurs divergences politiques, majorité présidentielle, opposition, parti du centre et société civile ont jeté les bases pouvant permettre l'organisation des élections crédibles. Pour une fois, tous les acteurs politiques congolais viennent de parler le même langage, un tournant dans la marche de la démocratie congolaise. Reportage Maurice Miataloko. Dire que Evo fera date. Ces propos de Guy Romain Kimfusia, président de l'UDR Mouinda, parti de l'opposition, traduisent bien que le consensus s'est dégagé à Evo. Consensus sur la conduite de toutes les opérations préparatoires pour la tenue d'élections libres, régulières et transparentes. Toutes les décisions ont été prises par consensus. Je crois que c'est un pas en avant que vient de franchir la démocratie congolaise. Pouvoir, opposition, parti du centre et société civile se sont accordés sur une méthodologie de révision des listes électorales afin d'aboutir à un fichier électoral fiable. Ils ont procédé à un nouveau découpage électoral faisant passer le nombre de sièges à l'Assemblée nationale de 137 à 139. Ils ont enfin revisité la représentation des partis politiques et de la société civile au sein de la commission d'organisation des élections. C'est l'harmonisation de la CONEL. Il a été quand même bien aujourd'hui de relever le retrait des préfets, des maires à la tête des commissions départementales. Le gouvernement, pour sa part, a pris acte des conclusions de ces assises.
La concertation politique d'Evo dans la cuvette ouest au nord du Congo a posé les balises pour la tenue des élections législatives et locales transparentes. L'opposition nigérienne regroupée au sein de l'Alliance pour la réconciliation nationale, organisée samedi dernier à la veille du 53e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, un meeting populaire à la place de la concertation de Niamey, un meeting qui a rassemblé 600 personnes. À cette occasion, le chef de file de l'opposition, candidat malheureux au second tour de la dernière présidentielle, Seyni Oumarou, a dénoncé la gestion de dossiers de corruption et de détournement de deniers publics marqués par une culture de l'impunité sous le régime d'Issoufou Mahamadou. Un peu plus tard dans la soirée, à l'occasion du 53e anniversaire, Mahamadou a livré ce message. Il a précisé que tous les dossiers seront traités devant la justice et qu'instruction ait été donnée au ministre de la Justice pour que l'immunité parlementaire de tout député impliqué dans les affaires de corruption et de tournement soit levée. Le point avec notre correspondant à Niamey, Pascal Janot, Ali Tondi Mokhtar. Ce meeting de l'opposition nigérienne regroupée au sein de l'Alliance pour la réconciliation nationale ARN est le premier du genre depuis l'avènement d'Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême du Niger. Un meeting qui s'est tenu à la veille du 53e anniversaire de la proclamation de la République du Niger et qui a été l'occasion pour le chef de file de l'opposition de rappeler aux autorités de la 7e République leurs engagements et promesses. Devant les militants réunis à la place de la concertation, Seyni Oumarou est revenu sur un point qui fait aujourd'hui objet de débat au sein de l'opinion nationale, notamment la question de justice et la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Sur le plan financier, le régime actuel démarre avec la malgouvernance, caractérisée notamment par les acailleries tant décriées par le PNDS Tareya sous le gouvernement de Hama Amadou, et ce jusqu'en 2007, ont repris sous un nouvel emballage, celui de fausse facture. Dans la soirée, s'adressant à la nation à l'occasion de la commémoration du 53e anniversaire de la République de ce 18 décembre 2011, le président de la République s'est également penché sur le sujet. Issoufou Mahamadou a notamment indiqué que instruction a été donnée au ministre de la Justice pour que tous les dossiers soient traités. C'est le gage d'une bonne gouvernance qu'il prône. Pour que chacun sache que personne n'est au-dessus de la loi, le ministre de la Justice est instruit pour demander à l'Assemblée nationale la levée d'immunité de tous les députés soupçonnés d'être compromis dans des dossiers de détournement des deniers publics. Par ailleurs, la situation alimentaire a été aussi une des préoccupations du chef de l'État. Issoufou Mahamadou a détaillé le programme d'urgence mis en œuvre par son gouvernement pour faire face à la mauvaise campagne agricole. Manque d'engouement total aux législatives au Gabon, des élections qui sont déroulées sans incident majeur. Les Gabonais, dans leur majorité, ont refusé d'emprunter la voie des urnes samedi dernier pour élire les 120 députés de l'Assemblée nationale. Dans une déclaration directe sur les antennes de la télévision nationale, le Premier ministre Paul Biya a reconnu que l'appel au boycott lancé par une partie de l'opposition a probablement influencé le scrutin. Le PDG, Parti démocratique gabonais au pouvoir, est assuré d'avoir la majorité absolue des 120 sièges de l'Assemblée nationale. Les résultats officiels complets devraient être publiés en milieu de semaine. Au Gabon, toujours, la 3e édition de la fête de Noël organisée par le couple présidentiel a eu lieu hier à Gabon Expo. À l'occasion, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, et la première dame, Sylvia Bongo, ont remis des cadeaux aux élèves les plus méritants des écoles primaires publiques du Gabon. Gabon Expo est justement transformé en aire de jeu pour les enfants et est ouvert à la population jusqu'au 24 décembre prochain. Reportage Joël Tatou, récit Moïse Mounkoro. Le site Gabon Exposition, au cœur de Libreville, s'est transformé en une immense foire de Noël. Plus de 1000 écoliers et leurs parents ont été spécialement invités pour l'occasion par le couple présidentiel gabonais. Placé sous le signe du mérite et de l'excellence, l'événement vise à récompenser les meilleurs élèves des écoles primaires. Dans le rôle du Père Noël, Ali Sylvia Bongo Ondimba. Une journée pour les plaisirs des enfants avec tout ce qu'ils aiment. Baby food, jeux vidéo et bien sûr la visite du Père Noël. Émerveillés, les enfants expriment leur reconnaissance.
remercie à la première dame de m'avoir donné ce cadeau. Je suis fière du cadeau que j'ai reçu. Merci à maman, la première dame. Les parents ravis ne sont pas en reste. Je suis très joyeux d'avoir tout ce qu'elle m'a donné là. Pour le gouvernement gabonais, l'initiative s'inscrit dans le programme de développement Gabon émergent du président Ali Bongo et sera reprise dans les 8 provinces du pays. Le festival concours Clap Ivoire de l'espace UEMOA a eu lieu ce week-end à Abidjan. Plusieurs pays de l'UEMOA ont participé à ce festival concours. Lors de cette soirée, le jeune réalisateur ivoirien Jean-Eudes Pokou a été choisi lauréat Clap Ivoire de la 11e édition du Grand Prix Kodjo et Bouclé avec son film Le voile déchiré. Reportage Mathias Zakam. Clap Ivoire est un festival concours de courts-métrages destiné aux jeunes techniciens et réalisateurs des pays membres de l'UEMOA. À travers ce concours, il s'agit de mettre au service des jeunes techniciens et réalisateurs un outil de formation, de promouvoir les métiers du cinéma. Non seulement à créer une politique irréversible, mais surtout à intéresser les jeunes cinéastes par le court-métrage à venir faire du long-métrage. La remise du Grand Prix Kodjo et Bouclé de l'année 2011 a eu lieu ce week-end au cinéma La Fontaine à Cocody en présence des cinéphiles et de plusieurs délégations venues des pays membres de l'UEMOA et des autorités ivoiriennes. À cette soirée, plusieurs films amateurs étaient à l'affiche, dont la qualité générale pour cette année est acceptable pour la plupart des films en compétition. Après le rapport du jury, le jeune réalisateur ivoirien Jean-Eudes Pokou a été choisi lauréat de Clap Ivoire 2011 doté du Grand Prix Kodjo et Bouclé. Je le disais ce matin que ma joie déjà était de participer à Clap Ivoire. Je n'ai jamais imaginé être lauréat, ne serait-ce que la Côte d'Ivoire, pour pouvoir réaliser mon rêve le plus grand, d'être réalisateur. Plusieurs autres prix ont été remis aux autres compétiteurs de l'édition 2011. C'est par la projection du film lauréat Le voile déchiré que l'édition de Clap Ivoire 2011 a pris fin. Et comme chaque lundi, il est temps pour nous d'accueillir Ahmed Parézo. Bonsoir Ahmed Parézo. Bonsoir Patricia. Alors, c'est par la boxe que nous ouvrons cette page des sports, Ahmed. Oui, avec l'unification des titres WBA et WBC des super moyens. Une victoire de ceinture pour André Ward. L'Américain a en effet dominé l'Anglais Carl Falk samedi dernier à Atlantic City en finale du tournoi Super 6. Un succès au point sur décision unanime des juges, 115-113, 115-113, 118-110, qui lui permet donc de conserver son titre WBA et de s'emparer de la ceinture WBC de Falk. André Ward, 27 ans, est toujours invaincu après ses 25 premiers combats, dont 13 remportés avant la limite. Et puis on passe au handball avec les Françaises qui sont vice-championnes du monde. Oui, le trophée pour la Norvège et la médaille d'argent pour les Françaises, comme en 1999 lors de la finale perdue. La Norvège fait encore pleurer la France. Ce dimanche à Sao Paulo au Brésil, la France s'est donc inclinée devant la Norvège 24-32. C'est la 3e finale mondiale perdue pour les Bleus et surtout la 2e consécutive. Résultat des courses, le 2e titre après celui remporté en 2003 attendra une autre fois. Ce revers signifie aussi pour les Bleus que la France n'est pas directement qualifiée pour les JO 2012 à Londres. Elle devra d'abord passer par un tournoi de qualification olympique. Quant à la Norvège, elle devient la 2e équipe après le Danemark à être en même temps championne olympique, championne du monde et championne d'Europe. Malgré la défaite, les Françaises avaient quand même le sourire. On va écouter Amélie Goudio, qui est pivot de l'équipe de France de handball. On y croyait, et puis on n'a pas su faire ce qu'il fallait en première mi-temps. Je trouve qu'on s'est fait complètement assommer en défense. Et deuxième mi-temps, je crois qu'il y a 11-11, mais la première mi-temps, elle nous a tués, quoi. Dommage.
Et le foot avec le Barça, Ahmed Parezo qui n'en finit pas de collectionner les titres. Et celui remporté hier en finale de la Coupe du Monde des clubs a été très facile. Face à Santos, le club brésilien battu 4-0 par le Barça. Barcelone devient ainsi pour la deuxième fois de son histoire champion du monde des clubs, grâce notamment à Lionel Messi qui a inscrit un doublé avec ce nouveau titre. Le Barça va terminer l'année 2011 avec au moins 5 titres sur les 6 compétitions dans lesquelles le Barça a été engagé. Seule la Coupe du Roi lui aura finalement échappé, remportée, vous vous en souvenez sans doute, par son éternel rival, le Real Madrid. Et puis au Maroc, c'est le MAF qui rajoute une ligne à son palmarès. Oui, c'est en remportant la 55e édition de la Coupe du Maroc et en battant en finale le CODM Meknes, 1-0. On va voir le but tout à l'heure, ça c'est la remise des trophées. C'était samedi soir à Rabat, l'unique but de la rencontre a été inscrit par le Brésilien Luis Jefferson à la 74e minute, 2 semaines après avoir donc remporté la Coupe de la CAF. Le MAS fait donc un doublé, finaliste malheureux face au FUS Rabat, c'était la saison dernière. Le MAS remporte donc ce trophée pour la 3e fois de son histoire. Depuis 1988, les Massaouis n'avaient plus remporté aucune compétition majeure au Maroc. Ils ont réparé. Et la Ligue 1 avec le match au sommet entre le PSG et Lille. Alors finalement, la montagne a accouché d'une souris. Oui, et pourtant le Père Noël était sur la pelouse du Parc des Princes hier. Cela n'a pas suffi. Il y avait plus à voir finalement dans les tribunes que sur la pelouse. Un match fermé, très peu d'occasions. La seule de la première partie est celle de Kevin Gamero. En deuxième période, les Lillois ont poussé pour forcer la décision, mais sur leur chemin, il y avait un certain Salvatore Sirigu, le gardien de but du Paris Saint-Germain. Score final 0-0. Le Paris Saint-Germain perd 2 points à domicile et Lille repart du Parc des Princes avec le point du match nul, si vous le voulez bien. On va écouter les 2 entraîneurs à l'issue de cette rencontre au sommet. On avait donc l'idée de les attendre et puis de pouvoir donc jouer des contres, ce qui fait notre force. Il a manqué simplement à être efficace dans la finition. On est constant et régulier et c'est à ce titre-là qu'on peut espérer finir sur le podium, ce qui est notre objectif. Les résultats complets de cette 18e journée de Ligue 1 pour nous rendre compte que Montpellier tourne au ralenti puisque Montpellier a fait match nul, 1 but partout face à Toulouse. Dijon a perdu à domicile face à Saint-Étienne, 2-1. Marseille s'impose 2-1 face à Lorient. Caen perd face à Nancy, 2-1, une victoire importante pour les Nancéens à l'extérieur. Brest gagne 1-0 face à Auxerre. Nice, Valenciennes 2-0. Lyon s'impose face à Évian-Thonon-Gaillard, 2-1. C'est Ajaccio 1, Rennes 0. Bordeaux qui gagne. Bordeaux va vraiment mieux puisque Bordeaux s'est imposé 1-0 face à Sochaux. Et je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain a fait match nul 0-0. Si vous le permettez, le classement et l'incidence de ces résultats à l'issue de cette 18e journée de Ligue 1, Montpellier est toujours en tête avec 37 points, avec une différence de but 18. Le Paris Saint-Germain deuxième avec 37 points, Lille 35 points, Lyon 35, et puis Saint-Étienne 30 qui est 5e. Et dans l'autre partie du tableau, dans la deuxième moitié comme on aime à le dire, Nice, Valenciennes et Ajaccio sont toujours dans la zone rouge. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ces 3 équipes descendraient en Ligue 2. Et puis bien sûr, les fans ont rendez-vous après le JT avec Balle au centre. Oui, bien sûr, avec Balle au centre. On reviendra sur cette 18e journée de Ligue 1. Nous parlerons de l'affaire Samuel Eto'o Cameroun parce que le capitaine des Lions indomptables du Cameroun est suspendu 15 matchs. Très bien, merci beaucoup Ahmed. Merci. Et puis nous clôturons ce journal sur ces quelques notes musicales du tube planétaire Saudade, de la diva aux pieds nus, Césaria Evora, qui nous a quittés samedi à l'âge de 70 ans. Internationalement célèbre, la chanteuse du Cap-Vert est morte dans son île natale de São Vicente, à Mindelo, près de 3 mois après avoir décidé d'abandonner la scène. Elle était très affaiblie. Voilà, 2 jours de deuil national ont été décrétés avant ses obsèques demain.
C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le président sortant de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, 40 ans, a été proclamé vainqueur de la présidentielle à un tour du 28 novembre, vendredi, par la Cour suprême de justice, malgré des semaines de contestation du scrutin sur le plan national et international. Kabila a obtenu 48,95% des suffrages devant 10 autres candidats, dont le rival Étienne Tshisekedi, 78 ans, qui est arrivé second avec 32,33% des suffrages. Et puis au Niger, à l'occasion de la célébration dimanche du 53e anniversaire de l'indépendance du pays, le président nigérien Issoufou Mahamadou a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption et puis le détournement de deniers publics. Et puis le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, et la première dame, Sylvia Bongo, ont organisé hier leur 3e édition de l'Arbre de Noël. Ils ont reçu près de 1200 enfants, accompagnés de leurs parents et de directeurs d'école. Le couple présidentiel a placé l'édition 2011 sous le signe de l'éducation, du mérite et de l'excellence scolaire. Et en fin de journal, Ahmed Parisot nous a présenté cette actualité sportive. Merci beaucoup. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Demain, retrouvons-nous à 21h pour une nouvelle édition. Vos programmes continuent sur Télé Sud. Excellente soirée en notre compagnie, puis surtout avec Bal au centre.